combien de jours, combien de nuits à te dire que cette fois ce serait différent, que tu allais réagir autrement, ne pas laisser tes émotions t'envahir violemment, ne pas répéter ces mots, ces gestes, ces choix, et faire enfin ce qu'il y a de mieux pour toi. Pourtant, encore une fois, tout fout le camp. Encore une fois, ça déborde, ça cogne fort, ça brûle, ça mord. Ces vieilles blessures que tu pensais guéries sont toujours là, tapies, prêtes à surgir encore. Les mêmes schémas limitants qui reviennent et t'escortent, les mêmes tensions qui te traversent et t'emportent. Et si je t'accompagnais sur un chemin où chaque pas te rapproche de ta paix intérieure, imagine des émotions apaisées, des relations équilibrées, une vie alignée avec toi-même où ton passé n'est plus un poids, mais un tremplin. Si ces mots résonnent en toi, bonjour et bienvenue dans l'Alliance thérapeutique, le podcast où commence ta transformation émotionnelle et relationnelle. Ici, on ne se contente pas de comprendre, on transforme. Je suis Sophie Bacan, thérapeute et hypnothérapeute, et chaque jour, j'accompagne des personnes qui, comme toi, ont le courage d'avancer vers une vie alignée, sereine et libre. À chaque épisode, je te guide pas à pas avec des outils concrets, des réflexions éclairantes et des clés puissantes pour te libérer et créer une vie en accord avec qui tu es vraiment. À présent, je t'ouvre les portes de mon cabinet, alors entre, installe-toi confortablement et ensemble, construisons un monde plus doux. Belle écoute. Que ce soit en consultation ou dans les conversations de la vie, j'entends souvent la même idée, que les femmes auraient moins de désir sexuel que les hommes. Moins d'élan, moins d'appétit, moins de besoins. À l'inverse, les hommes, eux, auraient des pulsions, quelque chose d'urgent, de vital, de presque irrépressible, comme si la sexualité masculine était un besoin et la sexualité féminine un bonus. Comme si les femmes par nature étaient moins traversées par le désir, moins incarnées, moins vibrantes, moins brûlantes. Eh bien c'est faux. Le désir sexuel des femmes n'est pas plus faible, il est plus contraint, plus censuré, plus enfoui. Alors aujourd'hui, j'aimerais que l'on regarde ce que l'on appelle le manque de libido chez la femme avec davantage de lucidité, de nuance et de respect. Je vais te parler des mensonges qu'on t'a transmis, des vérités qu'on t'a cachées et de ce que ton désir peut redevenir si on lui rend l'espace qu'il mérite. On va remonter l'histoire, voir comment la sexualité des femmes s'est construite non pas autour du plaisir, mais autour du devoir, de l'adaptation, du regard de l'autre. On parlera du corps, de ce qu'il se souvient, de ce qu'il retient et de ce qu'il refuse quand il n'est plus écouté. Je te raconterai aussi ce que me confient ces femmes en séance quand elles murmurent « je n'ai plus envie » avec la honte de celles qui croient avoir failli. Puis il sera question de réparation, de ce qui ravive le désir quand il retrouve un espace où être libre, lent, sensible, quand il ne sert plus à répondre mais à se relier. Si tu es une femme qui doute d'elle-même, qui ne ressent plus ou plus comme avant, qui se force, qui s'éloigne, qui se tait, je veux que tu saches que ce que tu vis n'est pas un défaut, c'est une réponse intelligente à un déséquilibre, une manière de te protéger quand la sexualité ne te ressemble plus. Et si tu es un homme, si tu vois ta partenaire se retirer, si tu te sens mis à distance ou rejeté, je veux t'inviter à entendre autrement ce retrait. Peut-être qu'elle ne manque pas d'envie, peut-être qu'elle manque d'espace, et peut-être que son désir n'a pas disparu, mais qu'il s'est juste réfugié, là où elle pouvait encore respirer. Ceci n'est pas un épisode pour accuser, ce n'est pas un tribunal, c'est un espace pour nommer, pour alléger, pour rendre au désir féminin sa dignité. Parce que le désir des femmes est puissant, complexe, sensible, vivant. Il mérite d'être compris et il est temps de cesser de le faire taire. Mais d'où vient cette idée au fond, cette croyance si profondément ancrée selon laquelle les femmes seraient par nature moins sexuelles que les hommes, ce soupçon qui plane sur leur corps, leur liberté, leur légitimité à désirer? Pourquoi a-t-on construit une image du désir féminin comme plus fragile, plus incertain, plus capricieux? Et surtout, à qui ça a profité? Pour comprendre les silences du corps,
il faut d'abord remonter au silence de l'histoire. Si aujourd'hui, tant de femmes se sentent hésitantes, coupées d'elles-mêmes et en retrait, ce n'est pas parce qu'elles seraient moins sexuelles, c'est parce qu'on les a dressées à se taire. On ne leur a pas appris à désirer, on leur a appris à répondre aux désirs de l'homme. Et je veux préciser quelque chose ici. Ce que je décris concerne surtout les couples hétérosexuels parce que c'est dans cette dynamique-là que l'héritage du devoir, du rôle, du silence, c'est le plus inscrit. Parce que c'est dans ce cadre-là que le corps des femmes a été pensé comme disponible, nécessaire, ajusté. Mais le désir, lui, n'appartient pas à un modèle. Le désir concerne tout le monde. Il traverse toutes les orientations, toutes les identités, toutes les histoires. Pendant des siècles, la sexualité des femmes n'a pas été pensée comme un espace de liberté, mais comme un devoir, un rôle à tenir, une disponibilité à assurer. Le mariage rendait l'acte sexuel légitime, mais jamais négociable. Tu n'avais pas à dire « j'ai envie », tu devais juste être là. Le plaisir féminin n'avait pas de fonction reconnue, il n'était pas nécessaire à la reproduction, alors on l'a effacé, écarté, ridiculisé. On a fait disparaître le clitoris des représentations médicales. La masturbation féminine a été surveillée, condamnée, traitée comme quelque chose de dangereux. Et encore aujourd'hui, elle est considérée comme suspecte, alors que la masturbation masculine est perçue comme normale, évidente, presque attendue. Le corps des femmes a été utilisé pour assurer la descendance, maintenir les alliances familiales, préserver les héritages, garantir la continuité des noms, des terres, des lignées. Ce n'était pas un corps pour sentir, c'était un corps pour transmettre. Alors comment un désir pourrait-il se déployer librement ? Comment pourrait-il devenir un élan intérieur, une certitude vivante, une pulsation organique ? Si tu n'apprends jamais à t'écouter, tu n'apprends jamais à ressentir. Ce n'est pas le désir qui manque, c'est la permission. Parce que pendant longtemps, le corps des femmes n'a pas été un espace intime. Il a été une fonction sociale, une réponse à des besoins qui n'étaient pas les siens. On a appris aux femmes à se tenir, à se contenir, à être sages, ne pas être ni trop désirantes, ni trop libres, ni trop vivantes. Parce que le désir des femmes, en réalité, il faisait peur. Il était libre, indomptable, créateur. On l'a enfermé dans l'idée que sa puissance était dangereuse, menaçante, déviante. Quand une femme exprimait trop de désir, trop de vie, trop d'émotions, on disait tout simplement qu'elle était hystérique. À la fin du XIXe siècle, à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris, on internait ces femmes sous la direction du neurologue Jean-Martin Charcot. On les attachait, on les exhibait devant des amphithéâtres remplis d'hommes, on les traitait comme des curiosités vivantes. Leur désir n'était pas écouté, il était mis en scène, contrôlé, humilié. Et plus tard, Freud a construit sa théorie de l'hystérie sur ces femmes-là, pas sur des femmes libres, sur des femmes réduites au silence. Et aujourd'hui encore, quand un homme multiplie les partenaires, on dit que c'est un séducteur, qu'il est chaud, ben oui, c'est un homme quoi. Et quand une femme tient le même comportement, c'est une salope. C'est celle qu'on prend comme maîtresse, mais qu'on n'a pas envie d'épouser. Voilà la scène, voilà le cadre. On a placé les femmes dans une injonction impossible. Être désirable, mais ne pas trop désirer. Offrir son corps, mais ne pas l'habiter. Donner, mais ne pas prendre. Et cette injonction vit encore dans la façon dont on élève les filles, dans les premières relations où elles craignent de ne pas être assez, dans les conversations où l'on parle de performance plus que de plaisir, dans les lits où l'on se tait pour éviter le conflit, et cette question qui revient toujours. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Ce n'est pas toi qui ne va pas, c'est l'héritage. Le plaisir féminin a été rendu secondaire, inconvenant. On n'a pas encouragé les femmes à se connaître, à se toucher. On ne leur a pas appris qu'elles avaient le droit à l'intensité, à la lenteur, au mystère, à la fièvre,
à la dévoration. On a appris aux femmes à être aimées, mais pas à s'aimer. Alors, quand les premières expériences sexuelles se font dans la peur de mal faire, dans la peur de perdre l'autre, dans l'idée qu'il faut se donner pour être gardé, le corps apprend une seule chose pour survivre: se retirer, se couper, s'absenter. Ce n'est pas que le désir est faible, c'est juste qu'il a appris à ne plus faire de bruit. Le manque de libido n'est pas un vide, c'est une adaptation, une mémoire vivante, la réponse cohérente d'un corps qui a compris qu'il devait se protéger. Et quand tu dis « je n'ai plus envie », tu dis en fait « je n'ai plus envie de me trahir pour être aimé ». Et cette nuance change tout. Elle change la culpabilité, elle change la façon dont tu te regardes, elle change la manière d'entrer en relation à l'autre. Parce que si le désir se retire, c'est qu'il protège quelque chose de précieux, quelque chose qui n'a pas été entendu, mais quelque chose qui demande à être retrouvé. Et c'est là que le corps parle, pas la tête, pas l'éducation, pas les idées sur ce que l'on devrait ressentir. Le corps dit la vérité, toujours. Quand le désir se retire, c'est une limite, une frontière, un endroit où ça dit « jusqu'ici j'ai tenu, mais je ne peux plus continuer comme ça ». Et cette frontière-là mérite d'être entendue. Avant d'aller plus loin, j'aimerais dire un mot sur les hormones, parce qu'on leur fait souvent porter beaucoup plus que ce qu'elles expliquent vraiment. Oui, les hormones influencent l'énergie, l'élan, la sensibilité du corps. Le cycle peut ouvrir ou refermer, le postpartum fatigue, la pilule peut lisser les sensations, la ménopause peut transformer la manière d'entrer en lien. Mais les hormones ne suffisent pas à expliquer une baisse de libido. Elles n'empêchent ni la tendresse, ni la connexion émotionnelle, ni le besoin de chaleur, ni le désir d'être vu. Ce qui ouvre ou ferme le désir, ce n'est pas seulement la biologie, c'est la qualité du lien, la sensation d'être respecté dans son corps, la place qu'on a dans le couple, la douceur avec laquelle on se parle, la sécurité affective que l'on ressent. On peut traverser une période complexe sur le plan hormonal et pourtant avoir envie de la peau de l'autre, d'étreinte, de lenteur, et on peut traverser une période idéale sur le plan hormonal et ne rien ressentir du tout si l'on ne se sent pas accueilli, reconnu et aimé. Le désir féminin ne disparaît pas, il se protège, il attend un espace où il n'a pas à se trahir. Et cet espace-là se construit avec de la séduction, de la patience, de la bienveillance, de l'attention, de l'amour, pas avec la pression ni l'obligation et encore moins la performance. Le désir féminin n'est pas faible, il est vivant, il suit le rythme du corps et le corps n'est pas une machine, c'est une terre intérieure qui se cultive. Et ce que j'entends moi au cabinet, quand une femme se sent en sécurité et qu'elle laisse enfin ses mots sortir, ce n'est pas « je n'ai plus de désir ». Ce qu'elle dit réellement, c'est « je ne sais plus quoi faire avec ce désir ». Les femmes parlent d'un corps qui se retire pour ne pas se perdre. Marie, par exemple, m'a dit un jour « j'essaie de maintenir ce que j'appelle le rythme de la paix ». Elle m'explique qu'elle se force parfois à faire l'amour une fois par semaine pour que l'ambiance à la maison reste douce, stable, respirable, parce qu'elle a peur que si elle dit non, quelque chose se casse, parce qu'elle a intégré que l'amour se garde en donnant son corps. Julie, elle, m'a confié, non sans honte, qu'il lui arrivait quand elle n'avait pas envie de faire une fellation à son partenaire, comme un compromis, tu vois. Oui, parce que c'est pas parce que j'ai pas envie que lui doit être privé. Tu entends bien là qu'elle ne parle pas de plaisir, elle parle de dette, de redevabilité, d'une présence qu'elle offre pour éviter de décevoir. Clémence m'a avoué qu'il y a des jours où elle aurait envie de se laisser aller, d'être intense, vivante, brûlante, mais elle se retient parce qu'elle a peur qu'ensuite ce soit ce que son compagnon attende d'elle à chaque fois, qu'elle doive répéter la performance. Alors elle garde une version d'elle-même mesurée, contrôlée, raisonnable, pas parce qu'elle n'a pas de désir, mais parce qu'elle a peur de perdre son espace intérieur.
Et puis il y a Sandra. Sandra m'a dit un jour, parfois j'ai envie de lui dire plaque-moi contre un mur et prends-moi, et juste après, elle a murmuré, mais j'ai peur qu'il me voie comme une femme facile. Elle ne parle pas de sexe, elle parle de l'image d'elle, de ce qu'elle croit devoir protéger, de ce qu'on lui a appris à craindre. Et puis, il y a Rose, et des roses, j'en vois plein. Rose dit que c'est toujours pareil, même séquence, même geste, même rythme. Elle dit que parfois elle a mal, que souvent elle s'ennuie, que ça va vite, trop vite, que ça ne touche rien en elle. Elle ne sait pas comment le dire parce qu'elle ne veut pas le blesser, alors elle laisse faire et elle attend que ça passe. Et il faut dire quelque chose qu'on ne dit jamais, pas dans les livres, même pas entre amis et surtout pas dans les conversations du quotidien. La pénétration, ce n'est pas un geste neutre, c'est quelqu'un qui entre dans ton corps, au sens propre, pas en image, pas en concept, dans ton corps vivant. Alors on va s'arrêter un instant, toi qui écoutes, que tu sois une femme, un homme, écoute bien ce qui va suivre, ralentis, reviens dans ton ventre, dans ta respiration, et demande-toi vraiment, est-ce que tu sais ce que cela représente d'avoir quelqu'un qui entre dans ton corps? Pas une caresse, pas un geste tendre dans le dos, une entrée dans ton espace intérieur, dans ce lieu où tu es la plus vulnérable, la plus sensible, la plus nue au monde. Est-ce que tu sais vraiment ce que ça fait d'avoir quelqu'un qui entre dans ton corps tous les 4 matins? Parfois sans en avoir vraiment ni eu le temps, ni l'élan, sans que ton corps ait été préparé. Tu sais ce que ça fait sur la durée, sur l'intimité, sur la confiance, sur le cœur? Ce n'est pas rien, ce n'est jamais rien. C'est laisser entrer. Et pour que cette ouverture soit possible, il faut un espace où la femme se sent respectée, accueillie, regardée pour de vrai, non pas comme un corps disponible, mais comme un corps habité. Et quand cet espace n'est pas là, le corps se ferme. Et il a raison, ce n'est pas un caprice ni du désintérêt, et encore moins un manque d'amour. C'est un instinct de survie, c'est la sagesse du corps qui dit à ce moment-là, non, pas comme ça, pas maintenant, pas dans ce rythme, pas dans cette solitude intérieure. Je vais t'expliquer ça avec une métaphore toute simple. Si je t'emmène à la fête foraine tous les dimanches, mais que chaque dimanche je t'interdis de monter dans les manèges, évidemment qu'à un moment tu n'auras plus envie de venir. Ce n'est pas parce que tu n'aimes pas la fête foraine, c'est parce que tu n'as pas accès à l'endroit où ça vit. Beaucoup de femmes n'ont jamais appris à aller chercher leur plaisir. Elles ont appris à donner accès à leur corps, mais pas à l'habiter. Certaines sont dégoûtées de leur vulve, certaines n'ont jamais vraiment regardé leur sexe, certaines se contractent, se ferment sans le décider, ce qu'on appelle le vaginisme. Ce n'est pas un trouble, ce n'est pas une erreur, c'est un corps qui dit littéralement « je ne peux pas te laisser entrer », pas comme ça, pas dans ces conditions. Et parfois la verge qui approche est perçue comme une lame, une intrusion, un envahissement. Ce n'est pas une rencontre. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur ce sujet, tu peux écouter l'épisode 8 de ce podcast. Et au milieu de tout ça, il y a l'épuisement, la charge mentale, l'organisation, les responsabilités, l'attention constante portée aux besoins des autres. Quand tout ce poids repose sur tes épaules, le désir n'a nulle part où naître. Parce que, entre nous, le désir ne peut pas naître à 23 heures dans un lit. Il n'y a pas que le moment charnel, il y a tout ce qui se passe avant et après. La tendresse, la délicatesse, la manière dont on se parle, dont on se regarde, dont on se touche, dont on se voit, la séduction qui continue, la connexion émotionnelle, l'impression d'exister dans le regard de l'autre. Le désir ne meurt pas, le désir s'éteint quand il n'a plus d'espace, il ne disparaît pas, il se met en retrait. Il attend un lieu où revenir, un espace qui ne demande rien, un espace qui ne prend rien, un espace où le corps peut respirer avant d'être touché. Et c'est là que commence le mouvement de réparation.
Le désir n'est pas quelque chose qu'on rallume, le désir est quelque chose que l'on retrouve. On ne le force pas, on le laisse revenir au rythme du corps, au rythme de la respiration, au rythme de ce qui recommence à se dire à l'intérieur. Il ne revient pas parce qu'on le décide, il revient quand un espace se rouvre. Et cet espace, parfois, il faut l'accompagner, le construire, l'apprivoiser. Parce que ce n'est pas simple de revenir dans son corps quand on a passé des années à s'en couper. Ce n'est pas simple de dire « j'ai envie » quand pendant si longtemps on a appris à dire oui pour être aimé. Ce n'est pas si simple d'accueillir la puissance du désir quand depuis l'enfance on a appris à en avoir peur. Alors on avance doucement, avec du soin, de la patience et avec de la méthode aussi. En sexothérapie, on vient nommer les schémas qui se rejouent, les automatismes, les phrases intérieures qui ferment le corps, les peurs héritées, les fausses évidences, les loyautés invisibles. On vient les regarder, les comprendre, les déconstruire et on vient réécrire. C'est un travail de restructuration cognitive. On vient remettre les mots à la bonne place. On vient remettre le corps au centre. On vient redonner du sens à ce qui a été vécu. Parfois, il y a des barrières inconscientes, des émotions enfouies, des défenses si anciennes qu'on ne sait même plus si elles sont là. Alors on passe par l'hypnose, on laisse le corps parler là où la tête ne sait plus, on dessert, on ouvre, on permet. Et le couple lui aussi peut devenir un lieu de transformation, pas un tribunal, pas un endroit où on a quoi que ce soit à se prouver, pas un lieu où l'on demande ou où l'on cède, un espace où l'on réapprend à se rencontrer, où l'on peut dire « je ne sais pas », où l'on peut dire « montre-moi », où l'on peut dire « allons-y autrement ». Une sexualité épanouissante n'est pas une sexualité parfaite, c'est une sexualité où chacun peut se sentir vivant. Et vraiment, aujourd'hui, j'ai des choses à vous dire avec toute la douceur possible. À toi qui es femme, tu as le droit de connaître le plaisir, le vrai, celui qui naît de l'intérieur, celui qui te traverse, qui te réveille, qui te réchauffe. Tu n'as pas à t'en excuser, tu n'as pas à le justifier, tu n'as pas à le minimiser. Le plaisir féminin n'est pas une option, c'est une source, un langage, une puissance sacrée. Et à toi qui es un homme, si tu sais écouter, mais vraiment écouter, si tu sais regarder, toucher, ralentir, accueillir, si tu sais être là sans demander, sans prendre, sans presser, alors tu découvriras que la femme que tu aimes aime le sexe, qu'elle a du désir, que son corps sait, qu'il n'a jamais cessé de savoir. Il attendait simplement que l'espace soit sûr. Aujourd'hui, je l'affirme, on vous a menti, on vous a appris la sexualité comme un acte à faire, comme une preuve, un rôle, une performance. On peut tout reprendre, tout réouvrir, tout réinventer, pas en faisant plus, mais en revenant à l'essentiel, une rencontre de corps vivants, deux âmes présentes, de respiration qui se cherchent, de regards qui se trouvent. Le désir revient quand on retrouve le chemin du vivant en soi et entre nous. Aujourd'hui, à toi qui penses, madame, que tu n'as plus de désir, j'aimerais te proposer quelque chose, un moment pour toi, un moment sans enjeu, sans objectif, sans performance, un moment pour revenir dans ton corps à travers une visualisation guidée, un petit exercice thérapeutique que j'ai appelé « se réhabiter ». Parce que c'est de cela dont il est question, revenir à l'intérieur, chez soi, là où ça respire. Et dans cet exercice, tu n'as rien à réussir, tu n'as pas besoin d'avoir envie, tu n'as pas besoin d'aimer ton corps, tu n'as pas besoin de sentir quelque chose de particulier. Tu vas simplement retrouver ta présence, la sensation d'être là, dedans, juste ça. Alors maintenant, je t'invite à t'installer confortablement dans la position qui te fait du bien, assise, allongée, peu importe, comme ton corps le choisit aujourd'hui. Et si tu en as envie, tu peux fermer les yeux, pas pour te couper du monde, mais juste pour revenir un peu à toi. Prends une inspiration naturelle, pas plus grande que d'habitude, juste la tienne.
Laisse l'air entrer et laisse-le ressortir. Tu n'as rien à modifier, rien à contrôler. Sens comme ton corps respire sans toi, comme s'il savait, comme s'il avait toujours su. Tu peux poser une main sur ton ventre, doucement, sans chercher à sentir quelque chose de particulier. Juste la présence, la chaleur de ta main, le mouvement léger qui accompagne la respiration. Le ventre se soulève un peu, puis il redescend. Il s'ouvre, il se referme, il vit. Reste avec ça, avec ce mouvement lent, avec cette simplicité. Tu n'as rien à produire. Tu n'as rien à mériter. Tu n'as rien à prouver. Tu es juste en train de revenir là, à l'intérieur. Observe si quelque chose se détend. Peut-être les épaules. Peut-être la mâchoire. Peut-être rien. Tout est juste. Tu n'es pas en train d'essayer de sentir ton désir. Tu es en train de retrouver ton dedans, ton lieu, ta maison. Tu peux laisser ta respiration devenir un peu plus profonde, pas beaucoup, juste assez pour sentir que tu es vivante. Il y a une lumière douce qui peut apparaître maintenant. Pas une lumière intense. Une lumière tiède, comme une fin d'après-midi. Une lumière qui n'exige rien. Une lumière qui accueille. Elle se dépose dans ton ventre, là où tu respires, là où tu sens ta main, là où tu existes. Cette lumière ne cherche pas à réveiller quoi que ce soit. Elle ouvre un espace. Elle dit simplement: tu as ta place ici. Tu n'as pas à t'éloigner de toi. Tu peux revenir. Reste encore un peu avec cette sensation. Juste là, simplement, présente à toi-même, avec cette lumière au creux de ton ventre,
Et imagine à présent que cette lumière réchauffe à peine le creux de ton ventre. Inspire profondément avec ta lumière et ta chaleur qui se diffusent tout doucement. Et souffle lentement. Sens la chaleur qui se répand dans ton ventre. Et profite de cette lumière et de cette chaleur encore un instant. Juste là, juste toi, femme sacrée, sens toute la puissance se nicher au creux de ton ventre. À nouveau, inspire profondément. Visualise la lumière, la chaleur, la puissance. Souris. Tu es toi. Et c'est merveilleux. Si tu avais les yeux fermés, tu peux à présent les rouvrir sans te presser, sans casser ce qui s'est posé. Tu viens de revenir dans ton corps, même juste un peu, même doucement. Et c'est déjà beaucoup. Ce n'est pas un exercice pour réveiller le désir. Ce n'est pas un exercice pour ressentir plus. C'est un exercice pour ne plus t'absenter de toi, pour habiter ton corps avant toute rencontre, avant toute intimité, avant tout partage. Tu sens? Là, on ouvre la porte, pas plus, pas moins. Tu peux revenir doucement, te redresser ou rester comme tu es, il n'y a rien à faire de plus. Peut-être que tu n'as rien senti, peut-être que c'était flou, peut-être que c'était trop, ou peut-être que quelque chose s'est posé. Quelque chose de léger, de discret, de presque imperceptible. Ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est que tu es revenu un peu vers toi, même 1 millimètre, même une respiration. Tu n'as pas à pouvoir plus que ça aujourd'hui. Le désir ne revient pas comme un éclair, il revient comme une permission, la permission d'être là, de respirer, de sentir, de ne pas se forcer, de ne pas disparaître. Tu n'as pas à savoir comment faire maintenant, ni à te presser, tu n'as rien à rattraper. Le chemin se fait dans la patience, dans la tendresse, dans l'attention, dans l'écoute de ce que ton corps dit très doucement. Tu peux réapprendre, redécouvrir et transformer. Tu peux recommencer à habiter ton corps à ton rythme, à ta manière. Et si tu es en couple, ce chemin peut se faire à deux, dans le dialogue, l'ajustement, la curiosité, dans la lenteur, dans ce mouvement où l'on cesse de se prouver et où l'on recommence à se rencontrer. Et si tu sens que tu veux aller plus loin, que quelque chose en toi demande à être entendu, accompagné, exploré, alors sache que c'est possible, en thérapie, en hypnose, seul ou à deux. Ce que tu as vécu n'est pas une fatalité, ce que ton corps fait n'est pas un défaut, c'est une intelligence, une cohérence, une fidélité à toi. Tu peux réapprendre à ne plus te trahir, réapprendre à te retrouver, réapprendre à te sentir vivante. Je suis là pour ça et tu n'es pas seule. Alors ce qu'on peut retenir ensemble aujourd'hui, c'est que le désir ne disparaît pas, il se protège, il se retire quand l'espace n'est plus vivable. Il attend qu'on revienne à soi, à l'intérieur, qu'on respire à nouveau dans son propre corps.
Le désir n'est pas une performance, il n'est pas un devoir et il n'est pas une preuve d'amour. Le désir est une rencontre, une présence vivante, une circulation entre deux corps. Je te remercie d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode et d'avoir partagé ce moment avec moi, d'ouvrir, de laisser résonner. J'espère qu'il a pu éclairer une bougie qui vacillait, qu'il a mis des mots là où c'était flou et j'espère surtout qu'il t'a permis de te sentir moins seul. Si cet épisode t'a touché, n'hésite pas à le partager, à l'envoyer quelqu'un qui en aurait besoin, à participer toi aussi à libérer la parole autour du désir féminin, parce que c'est ensemble qu'on change les choses. Tu peux retrouver toutes les infos sur mes accompagnements sur mon site sophiebacanthérapeute.com. Tu peux me suivre sur Instagram et Facebook pour le podcast à l'Alliance Thérapeutique et pour le côté thérapie sur Facebook Sophie Bacan Thérapeute. Et si tu as envie d'aller plus loin, mon livre « Je deviens émotionnellement autonome » peut t'accompagner à retrouver un espace intérieur plus stable, plus clair, plus habité. Je te mets tout ça en description de l'épisode. Et puis, n'oublions pas ceci les amis, changer sa vie ce n'est pas toujours un grand bouleversement. Parfois c'est une décision discrète, un mot qu'on ose, un regard qu'on porte autrement, un rendez-vous avec soi. C'est aussi élever une nouvelle génération avec d'autres repères, des mots plus justes, des émotions moins interdites, des relations plus vivantes. Parce que c'est ensemble, main dans la main, que nous construirons un monde plus doux. Et si c'est ton objectif aussi, alors abonne-toi à ce podcast et rejoins-moi dans cette aventure. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de l'Alliance Thérapeutique, le podcast de ta transformation émotionnelle et relationnelle. J'espère que tu seras au rendez-vous. D'ici là, prends soin de toi et surtout n'oublie pas, la lumière est en toi.